Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Inkipio consacré au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Un sujet important, nous allons le voir, peut-être encore plus à notre époque. Alors, je suis Catherine Juliana, j'anime au sein d'Inkipio le pôle d'expertise sociale et RH. Ce pôle d'expertise, c'est avant tout un collectif de travail, de partage au service des dirigeants d'entreprise et de leurs équipes. Notre vocation est très clairement d'aider, d'éclairer vos prises de décision et d'être moteur de valeur ajoutée pour vous. Inkipio a une véritable expertise paye, bien sûr, vous le savez, historique dans nos métiers, mais nous intervenons de plus en plus sur des sujets essentiels en droit social, en droit du travail, en gestion des ressources humaines, pour répondre à vos questions, pour sécuriser vos pratiques et pour vous aider à bien anticiper les risques. Dans toutes ces matières et dans un contexte en perpétuel changement, il est impossible d'agir en ne comptant que sur ses acquis. C'est pourquoi nous sommes à vos côtés au quotidien pour vous faire profiter de notre veille active, de nos expertises et surtout de nos retours d'expérience. Je vous propose de démarrer maintenant ce webinaire consacré au pouvoir disciplinaire de l'employeur et je passe la parole à Lucas Dalmasso, notre juriste en droit social. Pour information, les micros des participants sont coupés durant ce webinaire. Alors bonjour à tous, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire qui va porter sur la portée et les limites du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Je m'appelle donc Lucas Dalmasso, je suis chargé de mission RH et sociale au sein d'Inkipio et je m'occupe à ce titre pour nos clients de tous leurs dossiers qui vont avoir un rapport avec le droit du travail et notamment l'exercice de leur pouvoir disciplinaire. Alors, le pouvoir disciplinaire, c'est la possibilité pour l'employeur de sanctionner les faits commis par ses salariés et qu'il va considérer comme fautifs. Alors, j'imagine que vous avez tous en tête, ou au moins la plupart d'entre vous, un événement fâcheux qui a été causé par l'un de vos salariés et qui a peut-être mené à la mise en place d'une procédure disciplinaire. Bon, si ce n'est pas le cas, je vous rassure tout de suite, il est malheureusement très vraisemblable que vous ayez un jour à affronter une telle situation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de faire porter notre webinaire sur ce sujet-là aujourd'hui, pour que vous ayez les armes pour pouvoir mettre un terme à une situation un petit peu problématique le jour où vous y serez confronté, sans pour autant exposer votre responsabilité en cas de litige. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est vrai que au regard de mon expérience, donc je peux avoir dans mes anciennes sociétés pour lesquelles j'ai pu travailler ou dans Inkipio, chez Inkipio, eh bien on a plusieurs types de personnes, plusieurs types de clients. Donc on a des personnes qui ne savent pas vraiment quoi faire. Donc c'est vrai, ils sont confrontés pour la première fois peut-être à des faits fautifs de la part de leurs salariés. Ils ont un petit peu peur d'agir et donc ils vont laisser traîner la situation au risque qu'elle s'envenime et que finalement on ait une problématique plus importante à traiter à la fin. Deuxième client, deuxième type de personne, où ça va être le total inverse du premier, où on va avoir des clients qui vont pour le coup foncer tête baissée sans avoir vraiment connaissance des règles qui sont relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire et qui vont peut-être sur le coup résoudre le problème, mais qui vont exposer leur responsabilité en cas de litige. Et c'est donc ce qu'on va essayer d'éviter. Mon troisième type de client, vous avez une expertise dans ce domaine, vous avez peut-être suivi ce webinaire ou alors vous avez lu le guide employeur qu'on vous envoie chaque année et qui récupère les différents points importants en matière de gestion RH et sociale. Le fait est que vous avez une expertise dans ce domaine et que donc vous arrivez à résoudre une situation sans exposer votre responsabilité si jamais prud'homme il y a. Et évidemment, on va essayer, si vous vous reconnaissez dans les deux premiers types de clients, de vous tirer vers le troisième type et éventuellement vers une catégorie, disons, bonus en vous encourageant, si jamais vous êtes dépassé par la situation, à faire appel à votre conseil juridique ou pourquoi pas à nous, parce qu'on est tout à fait à même de vous aider sur le sujet. Bon, on va donc voir comment sanctionner au travers de ce webinaire, mais avant même de penser à sanctionner, et finalement avant même que se déroulent les faits litigieux, on va avoir la possibilité de mettre en place quelque chose au sein de notre entreprise, quelque chose qui va nous préparer finalement l'avenir en matière disciplinaire. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on va pouvoir faire? Donc n'hésitez pas, évidemment, à utiliser le chat. Je vais essayer de vous poser quelques petites questions au travers de tout le webinaire pour que ce soit un petit peu plus vivant.
Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Je vous laisse quelques secondes, hein. Alors, je ne sais pas si la question a été bien comprise ou alors si vous êtes en manque d'inspiration. Ce que l'on va pouvoir faire avant même que se déroulent des faits coupables qu'on va pouvoir sanctionner, ça va être la mise en place de règles au sein de l'entreprise. Alors évidemment, lorsque vous allez sanctionner une personne qui a contrevenu à une règle que vous auriez aimé qu'il respecte. Évidemment, si cette personne-là n'avait pas connaissance de cette règle, eh bien, ça va être difficile de pouvoir le sanctionner. Alors, j'ai un exemple très concret à vous proposer. On avait un client qui a distribué à ses salariés des cartes carburant. Bon, ces cartes carburant, elles étaient censées leur permettre d'utiliser les véhicules de société et de les remplir en carburant lorsque cela était nécessaire. Bon, finalement, on a eu un salarié qui a utilisé ces cartes carburant de manière manifestement abusive, en remplissant son propre véhicule, voilà, en remplissant des jerrycans, etc. Donc évidemment, l'employeur a voulu sanctionner, donc il est venu vers moi, et c'est vrai qu'en se penchant sur l'étude du dossier, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas remis aux salariés eh bien, les modalités d'utilisation des cartes carburant. Donc évidemment, ça pose problème parce que le salarié n'avait pas vraiment connaissance des limites et au regard de la loi, eh bien, ça posait des difficultés pour qu'on puisse par la suite sanctionner. Donc on a dû passer par des moyens détournés pour résoudre le problème. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, donc on pense à mettre en place des règles et c'est ce qui va faire d'ailleurs l'objet de notre première petite partie, la mise en place des règles applicables au sein de la société. Alors, on va pouvoir répondre à une première question sur ce sujet-là. Et cette première question, c'est par quel moyen, par quel biais, par quel formalisme est-ce qu'on va pouvoir passer pour mettre en place ces règles eh bien, au sein de notre société? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Donc encore une fois, n'hésitez pas à passer par le chat. N'hésitez pas à me dire aussi si vous m'entendez tous bien, si vous avez des soucis ou quoi que ce soit. Vous semblez manquer un petit peu d'inspiration. Bon, c'est le début, je vais être moteur, j'espère, vous lancer un petit peu sur le droit chemin. Alors, on va commencer. Je vais vous donner les réponses. Alors, vous allez avoir également, évidemment, la possibilité de passer par différents documents pour mettre en place des règles au sein de votre société. Ça va être, en premier lieu, le contrat de travail. Alors, le contrat de travail, ça va être évidemment le document qui va formaliser, sacraliser la relation de travail entre le salarié et l'employeur. Donc évidemment, si vous êtes exposé à certaines problématiques particulières, vous allez pouvoir y introduire eh bien, certaines clauses bien particulières. Vous allez avoir ensuite les chartes, les notes de service et le règlement intérieur. Alors le règlement intérieur, on va pouvoir s'y attarder un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel en matière disciplinaire. Alors déjà, ça va être obligatoire pour certaines entreprises. Vous allez avoir une obligation de mettre en œuvre le règlement intérieur si vous avez eh bien, plus de 50 salariés dans vos effectifs. Donc si c'est le cas, attention à bien vous mettre en conformité avec cette exigence-là, étant donné qu'en fait le règlement intérieur va délimiter la portée de votre pouvoir disciplinaire. Donc si vous deviez le mettre en place et que vous ne l'avez pas mis en place, eh bien le problème c'est que vous n'allez plus pouvoir rien faire au niveau disciplinaire. Vous ne pouvez invoquer que les sanctions que vous avez décrites au travers de celui-ci. Donc attention, si vous êtes dans ce cas-là, à bien faire attention, à le rédiger correctement et à bien le mettre en œuvre. Pour les autres, bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place. Après, ça peut être aussi quelque chose d'assez bénéfique au sein de votre entreprise parce que ça va vous permettre de résumer un petit peu tout ce que vous attendez de vos salariés en matière de santé, en matière de sécurité et en matière de discipline. Donc, par exemple, si vous êtes exposé à des problématiques particulières, donc sur l'alcool, sur le lieu de travail,
sur les tenues de travail, sur l'usage peut-être d'équipements de protection bien particuliers, vous allez pouvoir passer par le règlement intérieur pour mettre en place toutes ces règles-là. Évidemment, attention, il y a une procédure, hein, il y a une manière de rédiger le règlement intérieur, comme il y a une manière de rédiger le contrat de travail, les chartes, les notes de service, etc. Et puis, voilà, pour le mettre en place, il faut passer par un envoi à l'inspection du travail, etc. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, on est tout à fait dans la possibilité de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce point-là. Bon, on a vu un petit peu par quel biais on pouvait passer pour mettre en place des règles au sein de notre société. Après, évidemment, on ne va pas pouvoir imposer tout et n'importe quoi à nos salariés. Il va falloir que nos règles respectent un certain nombre de conditions de validité pour que finalement elles soient OK et qu'on puisse les utiliser plus tard si jamais il y a des entorses pour sanctionner. Alors, les conditions de validité de ces règles, quelles sont-elles? On va avoir un premier élément qui peut sembler assez logique, mais il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que les règles qu'on va mettre en place, elles doivent absolument respecter la loi et la convention collective. Alors la loi et la convention collective, ça représente un socle de base, un socle réglementaire auquel on ne va pas pouvoir déroger, si ce n'est de manière un petit peu plus favorable pour les salariés. Bon là, j'ai deux exemples à vous proposer. Disons qu'on est une société qui employons un salarié à temps partiel. Bon, ce salarié à temps partiel n'est pas censé venir travailler le lendemain, mais on a absolument besoin qu'il soit présent. Voilà, on a des problèmes au niveau de nos effectifs, on a absolument besoin qu'il soit là. On va se pencher sur la rédaction de son contrat de travail et on a vu qu'on a introduit au sein de son contrat de travail une règle qui stipulait qu'on avait la possibilité bien, de modifier ses horaires de travail de manière unilatérale, voilà, sans avoir à respecter un quelconque délai de prévenance. Alors, est-ce que finalement cette règle-là, elle va être valable ou pas? Est-ce que si jamais le salarié ne se présente pas le lendemain, il va être dans son droit ou est-ce qu'on va pouvoir le sanctionner sur le fondement de cette règle-là, qui finalement a été acceptée par le salarié étant donné qu'il a signé le contrat? Eh bien non. Alors non, tout simplement parce qu'on a la loi qui va prévoir le respect d'un délai de prévenance minimum. Donc en mettant en place cette règle dans le contrat de travail, même si c'est quelque chose qu'on a écrit, ça va à l'encontre de la loi et donc ça ne vaut rien. On ne pourra pas sanctionner le salarié si jamais il va à l'encontre de ce qu'on lui a dit sur le fondement de cette règle. Deuxième petit exemple, disons qu'on est dans une société à l'intérieur de laquelle on va utiliser un certain nombre de machines un petit peu complexes, un petit peu sensibles, et on va prévoir dans notre règlement intérieur, eh bien, que si jamais un salarié utilise ces machines à mauvais escient, eh bien, on va pouvoir prélever sur sa paye le montant relatif aux réparations de la machine qui aurait cassé du fait de la mauvaise utilisation. Est-ce que ça, encore une fois, ça va être possible? Eh bien, malheureusement, non. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais ça ne va pas être possible tout simplement parce que le droit interdit les sanctions pécuniaires. Donc ça va être considéré comme tel, évidemment, une retenue sur salaire. Donc, encore une fois, on est hors la loi, nos règles ne valent rien, on ne va pas pouvoir les appliquer. Alors, en plus de respecter la loi et la convention collective, il va falloir que les règles qu'on mette en place au sein de notre société, déjà, elles visent à atteindre un but. On ne va pas mettre en place des règles pour mettre en place des règles, mais on va chercher à atteindre un but légitime qui va être, par exemple, faire croître notre activité, essayer de développer notre image, l'image de notre société auprès de nos clients, etc. Donc, il faut suivre un but légitime et en même temps, il faut que la contrainte qu'on va imposer aux salariés ne soit pas disproportionnée au regard de ce but. Alors là, je vais pouvoir eh bien, vous illustrer ça au travers d'un exemple, ce sera certainement plus parlant pour vous. Et cet exemple, ça va être la liberté de se vêtir. Alors disons qu'on est dans une société où on a pas mal de commerciaux. Bon, ce sont des gens qui sont au contact constant des clients et on va avoir envie de leur imposer de venir en costume. Bon, là, on a un but qui est bien déterminé, finalement. Ça va être le but, ça va être qu'ils se présentent bien devant les clients, finalement que l'image de notre société soit vraiment professionnelle et flatteuse au niveau des clients. Donc
la contrainte qu'on va leur imposer, la restriction qu'on va leur imposer au niveau de la liberté va être finalement relativement mineure au regard du but recherché. Donc, ça va être tout à fait défendable. On va pouvoir leur imposer de venir habillés en costume. En revanche, pareil, on veut qu'une personne vienne habillée en costume, mais cette fois-ci, c'est une personne qui travaille seule dans son bureau. Il n'a pas de contact particulier avec la clientèle, si ce n'est par téléphone. Bon, là, pour le coup, le but que l'on va poursuivre, il va être beaucoup plus flou. Et du coup, au regard de ce but beaucoup plus flou, eh bien, la contrainte qu'on va lui imposer, la restriction qu'on va imposer à sa liberté va paraître beaucoup plus élevée. Donc, ça va être bien plus difficilement défendable que dans le premier exemple qu'on a évoqué à l'instant. Donc voilà, on fait attention à ça. On peut mettre en place des règles, mais on suit bien ces conditions de validité, sinon on ne pourra pas baser une éventuelle sanction sur des règles qui vont être considérées aux yeux de la loi comme nulles. Donc on fait attention à ça. Alors, maintenant que vous savez un petit peu ça, on va pouvoir passer à bien la pièce maîtresse finalement de notre webinaire qui va consister un petit peu à faire le tour de ce que l'on peut faire au niveau des sanctions. Comment sanctionner, quelles sont les sanctions qu'on va mettre en place, etc. Alors, juste avant cela, une petite aparté. Bien évidemment, il va y avoir des cas où vous n'avez pas mis en place de règles. Bon, ce n'est pas parce que vous n'avez pas écrit noir sur blanc au sein de votre société que vous allez avoir l'impossibilité d'agir. Effectivement, bon, si vous avez un vol au sein de votre société, vous n'avez pas marqué noir sur blanc que le vol était interdit. De fait, il est interdit au regard de la loi, donc vous avez la possibilité d'agir, c'est une évidence. Pareil, de temps en temps, vous allez avoir le devoir même d'agir. Donc, j'ai en tête là les actes de harcèlement sexuel, de harcèlement moral. Si jamais vous êtes face à de tels actes, la loi qui prévoit que vous soyez garant de la sécurité de vos salariés vous oblige à agir. Pourtant, vous n'avez pas forcément marqué noir sur blanc, évidemment, au sein de votre entreprise, que les actes sexuels ou les actes de harcèlement moral étaient interdits. Mais il va falloir que vous agissiez si vous vous retrouviez confronté à cette situation. Bon, ça, c'est une évidence. Maintenant qu'on a fait cette petite aparté, on va donc passer sur la partie relative aux sanctions. Alors, en répondant à cette première petite question, quelles sanctions est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre au regard du comportement fautif d'un salarié? Bon, vous savez qu'il y a plusieurs types de sanctions. Vous savez qu'il y a une échelle de sanctions avec des sanctions qui sont plus ou moins graves. Est-ce que vous avez connaissance de ces sanctions-là? Est-ce que vous pouvez nous mettre quelques petits exemples au sein du chat? Alors, je vous laisse à chaque fois quelques secondes. Avertissement, effectivement. Voilà, alors l'avertissement qui va être considéré comme la sanction, eh bien, la moins importante au regard de l'échelle des sanctions. L'avertissement, c'est quoi? L'avertissement, ça va être reprocher par écrit des griefs aux salariés. Donc, on rédige simplement une lettre au travers de laquelle on va dire ce qu'on lui reproche et on va lui dire, bon, attention, là, tu as fait n'importe quoi, il faut que tu adoptes une attitude professionnelle lorsque tu es au sein de nos effectifs, voilà, tu adoptes une attitude professionnelle et tu arrêtes tes bêtises. Ça va être l'avertissement. Bon, merci pour votre participation. On va passer du coup, hop, aux réponses. Vous avez aussi, au-delà de l'avertissement, une mise à pied disciplinaire. Donc, la mise à pied disciplinaire, ça va être la suspension du contrat de travail avec un salarié qui ne vient plus travailler pendant une certaine période. Évidemment, il ne vient plus travailler, donc il n'est plus payé. Vous allez avoir la mutation disciplinaire, donc avec un salarié qui travaille dans une équipe bien particulière, vous allez le changer d'équipe ou alors vous allez le changer de lieu de travail. Vous allez avoir la rétrogradation disciplinaire. Alors là, vous allez lui donner moins de responsabilités. Vous allez réduire les responsabilités que vous lui confiez et donc, de manière mécanique, finalement, sa classification conventionnelle, ce qui entraîne aussi, la plupart du temps, une baisse de salaire. Enfin, vous allez avoir tout ce qui va entraîner la rupture du contrat, donc avec le licenciement pour faute simple, pour faute grave ou pour faute lourde. Alors, vous voyez, il y a différents types de fautes. C'est très important lorsque vous vous lancez dans une procédure de licenciement de bien qualifier la faute. Et donc, on va voir tout de suite les différences entre les fautes. Déjà, la faute simple.
Alors la faute simple, ça va être une faute qui va justifier une rupture du contrat de travail, mais qui ne va pas être suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la relation. C'est-à-dire qu'on va respecter un délai de préavis, et puis à la fin, à la rupture, on va avoir le versement d'une indemnité de préavis et le versement, si jamais évidemment on l'a dispensé de la réaliser, et on va avoir le versement d'une indemnité de licenciement. Bon, la faute grave, en comparaison avec la faute simple, eh bien pour le coup, ça va être des faits qui vont être suffisamment importants pour mener à la rupture immédiate du contrat de travail. Donc, on va avoir une rupture qui va avoir lieu dès lors qu'on va remettre la lettre de licenciement au salarié et on va avoir l'absence de versement d'indemnité de licenciement et l'absence de versement d'indemnité de préavis, étant donné qu'il n'y en a pas. Pour finir, différence entre la faute grave et la faute lourde. Alors c'est la même chose, vous allez avoir la faute lourde qui va justifier bien, une rupture immédiate du contrat de travail, sans indemnité particulière, mais il y a une petite distinction à faire entre les deux, c'est que lorsqu'on est dans le cadre de la faute lourde, il y a une intention de nuire à l'encontre de l'employeur. Donc je vous explique, disons que vous êtes dans une réunion avec votre salarié. Bon, il n'aime pas trop ce qu'il entend, il va quitter la réunion, descendre au parking, prendre une voiture de l'entreprise et foncer dans le portail de l'entreprise. Bon, là, pour le coup, manifestement, il a agi pour faire du mal à votre société, donc vous allez être dans le cadre de la faute lourde. Et qualifier la faute lourde va vous permettre par la suite d'aller sur le domaine du civil et de demander bien, réparation du dommage que vous avez subi. Vous connaissez du coup les différents types de sanctions. Après, voilà, maintenant qu'on a un petit peu ça en tête, il va falloir, au regard de la situation à laquelle on est confronté, eh bien finalement choisir vers quel type de sanction on va tendre, vers quel type de sanction on va pouvoir mettre en place. Donc, pour déterminer le type de sanction qu'on va pouvoir mettre en place au regard d'un événement donné, il va falloir avoir en tête deux grands points. Donc déjà, la sanction qu'on va mettre en œuvre, elle doit être proportionnelle à la faute commise. Bon, ça semble évident. On ne va pas tirer au char d'assaut sur un piéton, tout simplement. Pour reprendre cet exemple, on ne va pas licencier directement quelqu'un pour faute grave qui est arrivé en retard une fois 5 minutes au travail. Voilà. Donc, proportionnel à la faute commise, ça semble être une évidence. Et ensuite, on va tenir compte du passé disciplinaire du salarié. Alors, on a la possibilité, en fait, de se retourner vers du coup le passé, vers ce qui s'est passé précédemment, et on a la possibilité de prendre en compte les sanctions qui ont moins de 3 ans pour appuyer bien, une nouvelle sanction disciplinaire. Donc si on a un salarié qui a été absent, bon, une fois, il n'a pas de passé disciplinaire, évidemment, on va être plus gentil avec lui finalement qu'un salarié qu'on a déjà averti 3 fois pour les mêmes faits. Bon. Alors j'ai quelques petits exemples à vous proposer et vous allez me dire, si le cœur vous en dit, ce que vous auriez fait bien, dans cette situation-là. Alors, disons qu'on a une absence injustifiée sur un salarié. Bon, on regarde le passé, il n'a rien de particulier qui est inscrit à son dossier disciplinaire. Bon, vers quoi est-ce qu'on va pouvoir partir? Est-ce que vous avez bon, des petites idées? On va rester a priori, voilà, sur la sanction disciplinaire la moins importante, en partant sur un avertissement. Je pense que vous serez tous d'accord, une petite absence injustifiée, si elle n'a pas entraîné une désorganisation absolue de votre entreprise, on va pouvoir rester sur l'avertissement. Disons maintenant qu'on a un salarié qui se dispute avec son supérieur hiérarchique, qui retourne à son bureau et qui met le feu sciemment à son bureau. Alors vers quoi on va pouvoir se diriger? Je vous laisse encore une fois quelques secondes pour répondre à la question. Oh. Alors là-dessus, on va pouvoir partir sur un licenciement. Évidemment, les faits sont tellement graves que ça justifie de mettre un terme à la relation de travail. Et puis ça va être tellement grave que ça va justifier à mettre un terme à la relation de travail directement. On ne va pas garder un salarié pyromane. En plus de ça, donc on part sur licenciement pour faute grave ou pour faute lourde. En plus de ça, eh bien, il y a la notion
de vouloir faire du mal à l'entreprise, de créer sciemment un dommage à l'entreprise. Donc, on va partir sur la faute lourde. Imaginons maintenant qu'on ait un mauvais comportement envers un collègue. Bon, là, on n'a pas d'attaque physique envers le collègue ou quoi que ce soit, mais disons qu'il y a un petit peu des mots qui vont au-delà du langage professionnel. Il y a des insultes, éventuellement un petit doigt d'honneur de temps en temps. Bon, vers là, vers quoi est-ce qu'on va pouvoir partir? Éventuellement une rupture de contrat. Encore une fois, ce serait pourquoi pas justifié. Après, on va pouvoir avoir également une solution intermédiaire qui va être de partir sur la mutation disciplinaire. Alors, si jamais on part sur la mutation disciplinaire, c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Si vous avez un autre lieu de travail, vous le mettez sur l'autre lieu de travail. Si le problème est résolu, tant mieux. En plus de ça, vous n'avez pas à mettre en place une procédure de recrutement. Si le problème continue, vous allez pouvoir vous retourner vers le passé disciplinaire du salarié, constater que vous avez déjà fait une mutation et donc, ce sera tout bénef pour appuyer votre procédure de licenciement pour faute. Voilà, alors simplement petit dernier exemple, bon, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais disons que là, on a plusieurs absences injustifiées. Bon, pour le coup, on se retourne sur le passé disciplinaire du salarié, on constate qu'on l'a déjà averti pour les mêmes faits. Bon, on va pas forcément repartir sur un avertissement. On peut aller sur une sanction qui va être plus importante et pourquoi pas aller jusqu'au licenciement si ces absences injustifiées désorganisent l'activité de notre société. Bon, écoutez, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la procédure. Lorsque vous allez vouloir mettre en œuvre une sanction, il va obligatoirement falloir passer par une procédure qui est le respect d'une procédure disciplinaire. Avant de rentrer dans le dur, donc de voir un petit peu les délais, les différentes étapes bien particulières, il faut, lorsque vous avez en tête de partir sur la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, que vous ayez bien 2 points en tête. Donc, en premier lieu, il faut absolument tenir compte du délai de prescription. Alors, le délai de prescription en matière disciplinaire, il va être de 2 mois. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 mois à compter de la connaissance que vous allez avoir des faits pour agir. Si vous attendez trop longtemps, si vous ne faites rien pendant un délai de 2 mois, après vous allez être totalement démuni, vous n'allez plus avoir la possibilité d'agir. Donc on fait attention à ça et on fait attention surtout au fait que l'arrêt maladie ne suspend pas ce délai de prescription. Attention à ça. J'ai déjà eu le cas dans une autre entreprise où le supérieur hiérarchique pensait justement que l'arrêt maladie suspendait le délai de prescription, donc il n'avait pas agi à l'encontre d'un salarié qui avait fait une bêtise et qui s'était mis en arrêt maladie, ce qui a après causé pas mal de difficultés, étant donné que c'était quand même des faits assez graves. Donc on fait attention à ça, on garde bien ça en tête. Deuxième élément à avoir en tête, à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas adresser au salarié 2 sanctions pour un même fait. Alors ça peut sembler évident pour certains d'entre vous. Évidemment, c'est une règle de base en matière disciplinaire, mais il y a une petite subtilité à prendre en compte, et cette subtilité, elle va résider dans ce que l'on va pouvoir considérer comme étant un avertissement. Alors je vous explique. Imaginons qu'on a un salarié qui se promène dans un couloir et qui rencontre un autre salarié qu'il n'aime pas du tout, et qu'il se mette à le frapper. Bon, c'est évidemment des faits extrêmement graves. Vous allez apprendre ça en votre qualité d'employeur et sur le moment, dans le feu de l'action, vous allez saisir votre ordinateur et vous allez écrire un mail au salarié coupable en lui disant: j'ai appris ce qui s'est passé, tu as attaqué un salarié, c'est extrêmement grave, je ne veux pas que ça se reproduise évidemment dans le cadre de ton travail, c'est intolérable, etc. Vous allez envoyer ce mail. La problématique à laquelle on peut être confronté, c'est que ce mail-là, même s'il s'agit d'un mail et non pas d'une lettre remise en main propre ou d'une lettre recommandée avec accusé de réception, même s'il s'agit d'un simple mail et que vous ne déterminez pas au sein de ce mail qu'il s'agit d'un avertissement, eh bien, ça va pouvoir être considéré comme tel devant le Conseil des prud'hommes. Donc là, le problème, c'est que vous avez déjà envoyé un avertissement sans vraiment le vouloir à votre salarié. Et donc, lorsque vous allez vous poser pour analyser la situation et que vous allez vous rendre compte que les faits sont trop graves pour garder le salarié, vous allez lancer une procédure de licenciement qui sera considérée comme une deuxième sanction pour un même fait et vous allez vous retrouver à devoir payer des indemnités à un salarié qui manifestement à la base s'est très mal comporté. Donc on fait attention à ça, on essaye de garder la tête froide,
On n'envoie pas des écrits à tort et à travers, on reste vraiment dans le cadre de la procédure. Alors la procédure, parlons-en justement. Dès lors qu'on va vouloir mettre en œuvre une sanction disciplinaire, on va devoir passer par le cas d'une procédure bien définie. Petite exception, ça va être l'avertissement qui va être considéré comme la plus faible des sanctions, et si elle n'a pas d'impact direct sur la relation entre l'employeur et le salarié, bon, on va être dispensé de passer par les autres étapes de la procédure, on a simplement à rédiger l'avertissement et à le remettre eh bien, finalement au salarié. Pour toutes les autres sanctions, on va passer par cette procédure-là qui va consister à convoquer le salarié à un entretien préalable, à réaliser l'entretien préalable et à remettre au salarié, évidemment, le document qui va formaliser la sanction. Alors, petite aparté simplement avant de vraiment rentrer dans le détail de la procédure, il s'agit ici d'une procédure qui va concerner les salariés lambda, les salariés, disons, classiques. Pour tout ce qui va être salarié protégé, donc les délégués syndicaux, les membres du CSE, là, ils vont avoir une procédure, ils vont bénéficier d'une protection particulière et donc d'une procédure plus complexe qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Si jamais vous êtes face à un tel salarié, on vous conseille fortement voilà, de faire recours, d'aller voir votre conseil juridique ou de revenir vers nous pour qu'on analyse en détail la situation. Ça peut être un petit peu plus complexe. Bon, cela étant dit, on va passer directement au détail de la procédure. Alors, lorsque vous envisagez de mettre en place une sanction, vous allez devoir réaliser un entretien préalable. Avant cela, vous allez convoquer le salarié à l'entretien préalable. Alors, cette convocation, il faut la rédiger par écrit. Elle va devoir comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Donc, on a la date, le lieu, l'heure de l'entretien préalable, la possibilité pour le salarié de se faire assister, etc. Vous allez rédiger cette sanction, vous allez cette lettre de convocation et vous allez la remettre au salarié. Alors attention, entre la remise de la lettre de convocation et finalement l'entretien préalable, il faut respecter un délai. Ce délai, il va être de 5 jours ouvrables. Donc les jours ouvrables, normalement, c'est du lundi au samedi. C'est un délai qu'on a mis en place simplement parce qu'on considère que le salarié doit bénéficier de ce temps-là pour préparer sa défense, pour éventuellement trouver une personne si jamais il souhaite être accompagné au cours de cet entretien. Donc, il faut bien faire attention à respecter ce délai de 5 jours ouvrables. Petite subtilité, ça va résider dans le point de départ, à quel moment, eh bien, finalement, on va déclencher le début de ce délai-là et il va falloir bien prendre en compte la manière par laquelle on va passer pour remettre une convocation aux salariés. Bon, si on la remet en main propre, là, il n'y a pas vraiment de difficulté. On va remettre la lettre de convocation et le délai de 5 jours ouvrables va commencer à courir dès le lendemain de la remise de la convocation. Attention, si vous passez par une lettre recommandée avec accusé de réception, le délai, il ne va commencer à courir que lorsque la Poste aura présenté pour la première fois le courrier recommandé au salarié. Bon, finalement, ça nous importe peu s'il va le récupérer ou non, mais il faut qu'il en ait eu l'occasion. Et donc, il faut prendre un petit peu de rab lorsque vous calculez vos délais pour bien finalement réussir à respecter ces 5 jours ouvrables. Bon, disons que vous avez valablement convoqué le salarié, ces 5 jours ouvrables se sont écoulés et maintenant il est l'heure de réaliser l'entretien préalable. Alors l'entretien préalable, ça va être finalement une chance pour le salarié de s'expliquer, ça va être une chance pour lui de donner des détails, son point de vue sur ce qui s'est passé, éventuellement de répondre à vos questions s'il y a encore des événements qui demeurent un petit peu flous à vos yeux. Donc partant de là, si jamais il ne se présente pas à l'entretien préalable, c'est tant pis pour lui. Il avait la chance de venir pour donner sa version des faits. S'il ne la saisit pas, là, la procédure continue. Ça, je vous le dis parce que c'est vrai que j'ai la question assez régulièrement. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose si jamais il ne va pas chercher la lettre de convocation alors qu'on l'a envoyée par lettre recommandée. Ça, c'est son problème. On continue notre procédure. Si jamais le salarié se présente, normalement, lorsque vous réalisez l'entretien préalable, vous devez avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir déjà déterminé exactement que vous alliez mettre cette sanction-là à ce salarié et vous ne devez surtout pas le sanctionner pendant l'entretien préalable
ou directement après. Voilà, il est censé pouvoir vous donner des explications et ces explications sont censées pouvoir vous faire changer d'avis. Donc, on reste l'esprit ouvert et surtout, on ne sanctionne pas directement pendant l'entretien préalable ou juste après. Alors, on ne sanctionne pas juste après parce qu'il va falloir encore une fois respecter un petit délai qui va être de 2 jours ouvrables. Alors, ce délai-là, il est mis en place simplement parce qu'on considère que l'employeur ne doit pas agir à chaud et qu'il doit prendre le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Donc, à partir du lendemain de l'entretien, on attend 2 jours ouvrables avant de remettre la sanction au salarié. Ça, c'est très important. On n'attend pas trop non plus, parce que si on attend trop, on va considérer que finalement qu'on a abandonné la procédure. Donc, il faut agir entre au moins 2 jours ouvrables et moins d'1 mois. On n'attend pas plus d'1 mois avant de remettre la sanction, sinon, hop, eh bien, on se retrouve à zéro. Bon, l'entretien préalable s'est bien déroulé, vous avez attendu ces 2 jours ouvrables, et là, il arrive le moment bien de remettre au salarié le document qui va formaliser la sanction. Alors déjà, avant de lui remettre, il va falloir la rédiger. Et là, j'attire votre attention sur l'importance capitale de bien rédiger la sanction. Alors c'est très important de bien rédiger la sanction, tout simplement parce que ça va délimiter le cadre du litige, si jamais litige il y a un petit peu plus tard. Alors je m'explique. Si jamais, eh bien, vous licenciez un salarié, vous marquez dans votre lettre de licenciement que vous le licenciez parce qu'il a été absent de manière injustifiée telle date. Bon, finalement, le salarié se pourvoit devant le conseil des prud'hommes, et puis le conseil des prud'hommes va vous dire: ah non, mais la raison de votre licenciement n'est pas suffisante pour vraiment justifier la rupture du contrat. Là, vous allez vous retrouver embêté, et si vous tentez de justifier cette rupture-là par d'autres faits, alors que vous ne l'avez pas précisé dans la lettre de licenciement, en disant par exemple, eh bien, il s'est mal comporté avec un collègue, il n'a pas obéit à des instructions qu'on lui avait pourtant données de manière claire. Si tout cela n'a pas été inscrit dans la lettre de licenciement, eh bien le juge ne va même pas s'y pencher, il ne va même pas entendre votre argumentaire. Donc attention à ça. On essaye d'être suffisamment précis lorsqu'on détermine les différents motifs qui nous a poussé à mettre en place une sanction. Et bon, en évitant évidemment de rentrer dans la surenchère, mais on fait attention au formalisme, attention à ce que l'on écrit. Donc, vous commencez normalement à être des pros hein, à ce stade-là. Vous connaissez l'importance de mettre en place des règles. Vous savez quel type de règles vous pouvez mettre en place. Vous savez quel type de sanctions vous pouvez adresser à vos salariés et quelle procédure suivre. Le petit point qu'on peut encore aborder, ça va être l'importance de mener au sein de votre société une politique disciplinaire cohérente. Alors c'est vrai que vous avez un pouvoir disciplinaire, il va falloir l'utiliser eh bien, de manière équitable finalement pour tout le monde. C'est vrai que si vous avez 2 salariés qui sont dans la même situation, qui ont le même passé disciplinaire et que vous allez en sanctionner un et pas l'autre, ça peut poser des soucis déjà au niveau de l'ambiance de travail parce que bon, tout le monde est évidemment sensible au sentiment d'injustice, donc ça peut assez vite dégénérer et en plus de ça, ça va être extrêmement difficile à justifier si jamais vous devez le faire devant le conseil des prud'hommes. Donc on fait attention à ça, on essaye de traiter tout le monde de manière équitable. Deuxième petit point, il faut éviter de fermer les yeux sur des comportements fautifs au risque, eh bien, finalement de les banaliser. Alors je m'explique, par exemple, j'avais un client qui avait une salariée qui arrivait en retard un petit peu tous les jours, une dizaine de minutes de retard sur des mois et des mois. Bon, on n'a rien fait pendant quelques mois et puis finalement le client me contacte et me dit: «Bon là c'est trop, il faut licencier». C'est assez difficile de licencier étant donné qu'on se retourne vers le passé disciplinaire, encore une fois, on n'a rien fait de particulier et ça va être difficile aussi de justifier du fait qu'on a laissé traîner donc finalement ça nous dérangeait pas tant que ça et que là, d'un coup, on veut rompre le contrat. Donc attention, on essaye d'agir vite, donc pas dans la précipitation, mais sans laisser traîner non plus les différentes problématiques auxquelles on peut être confronté. Bon, vous le voyez, hein, on l'a vu au travers de nos différents points, la procédure disciplinaire, elle n'est pas forcément simple. Il y a quand même beaucoup de choses à avoir en tête, beaucoup de petits détails auxquels il faut penser pour éviter de se mettre en défaut plus tard.
Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes confronté à une situation qui est particulièrement complexe, voilà, où vous n'êtes pas sûr de pouvoir apporter une réponse sans mettre en jeu votre responsabilité, n'hésitez pas à vous tourner vers votre conseil juridique ou bien vers nous. On est tout à fait à même de vous accompagner et on pourra très bien donc faire le point en votre compagnie pour voir un petit peu vers quel type de sanction on va pouvoir aller, quelles sont les actions les plus pertinentes à mener. Et puis également, on pourra mettre en œuvre la procédure disciplinaire du début jusqu'à la fin pour vous en rédigeant les différents documents nécessaires, la convocation, les lettres de sanction, et puis en gardant aussi un œil sur les différents délais pour éviter que vous vous fassiez piéger à ce niveau-là. Voilà, alors pour conclure, j'espère que bon, ce webinaire s'est bien passé. C'était une première pour moi d'animer un webinaire devant des clients, donc j'espère avoir été clair, j'espère vous avoir apporté certains éléments de réponse, et puis je vais laisser la parole à Catherine pour terminer cette petite présentation. Alors merci. Et puis si vous le souhaitez, on vous laisse quelques secondes, une minute pour poser une ou deux questions si elles vous viennent à l'esprit là au terme de ce webinaire. Vous pouvez donc utiliser le chat pour ça. Et puis sinon, bah, nous conclurons et puis évidemment, nous vous laissons revenir vers nous si vous le souhaitez. Si vous avez d'autres questions en tête sur le sujet qui a été abordé ce matin. Et puis si vous rencontrez actuellement d'autres problématiques RH qui vous questionnent, qui vous stressent, qui vous mettent dans l'embarras, n'hésitez pas à nous contacter directement, évidemment. Voilà, je ne sais pas si n'hésitez pas si vous voulez des précisions ou si vous souhaitez tout simplement qu'on vous recontacte parce que en ce moment vous avez un cas et que vous souhaitez nos lumières, ben, écoutez, n'hésitez pas à nous le faire savoir à travers le chat. Il n'y a pas de questions. Pas de questions pour le moment, peut-être encore quelques secondes. En tout cas, on vous remercie infiniment de votre participation, voilà, et puis ben, on reste à votre écoute, Lucas et moi, toute l'équipe, et on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, merci. Au Bonne revoir. journée à tous, au revoir.